Le soleil déclinait sur le Sin Saloum, teignant le ciel d'un orange électrique qui se reflétait sur les bolons. À cette heure-ci, le village semblait suspendu entre deux mondes. Les cris des enfants qui jouaient au football s'atténuaient, remplacés par le clapotis régulier de l'eau contre les pirogues. Koudia n'était pas comme les autres filles de son âge. À 16 ans, là où ses amis passaient leur temps à discuter de tresses ou des garçons du village voisin, elle préférait s'isoler près des racines entrelacées des palétuviers. Elle possédait ce regard lointain que les anciens appelaient le regard des profondeurs. On racontait qu'à sa naissance, une pluie fine et miraculeuse était tombée en pleine saison sèche, rafraîchissant la terre brûlante de Saloum. Sa grand-mère, Fatou, disait souvent « Koudia n'appartient pas qu'à la terre. Elle a été prêtée par le fleuve. » Ce soir-là, alors qu'elle ramassait des huîtres de palétuvier, Koudia entendit un chant. Ce n'était pas le chant des femmes qui rentraient du marché, ni celui d'un oiseau. C'était une mélodie vibrante, sourde, qui semblait monter du lit même du fleuve. En s'approchant de la rive, elle aperçut une forme inhabituelle. Ce n'était pas un lamantin, bien que ces créatures soient légendaires dans la région. C'était un éclat d'argent, une lueur qui dansait sous la surface. Prise d'une impulsion soudaine, Koudia ôta ses sandales et avança dans la vase chaude. L'eau lui monta aux chevilles, puis aux genoux. Elle n'avait pas peur. Le Saloum était sa maison. Soudain, une main ou quelque chose qui y ressemblait émergea et déposa un objet sur une racine de palétuvier avant de disparaître dans un tourbillon d'écume. Koudia s'approcha, le cœur battant à tout rompre. C'était un bracelet de cuivre, gravé de symboles si anciens que même le plus vieux marabout du village ne saurait les déchiffrer. Koudia rentra au village en courant, le bracelet serré dans sa main moite. Les premières lampes à pétrole s'allumaient devant les cases. Elle se dirigea directement vers la concession de sa grand-mère. La vieille femme était assise sur une natte, épluchant des arachides. Dès qu'elle vit le visage de sa petite fille, elle s'arrêta net. Le silence s'installa. L'air devint lourd. Le bracelet brilla d'un éclat bleuté. « Tu l'as trouvé, n'est-ce pas ?» chuchota Fatou, sa voix tremblante. « Ou plutôt, c'est lui qui t'a trouvé. » Fatou expliqua alors à Koudia que leur famille était, depuis des générations, les gardiens du seuil. Le Saloum n'était pas qu'une réserve naturelle, c'était un passage. Et ce passage était menacé par une ombre qui venait du nord, une force qui voulait assécher les esprits pour ne laisser que du sable et du profit. Le lendemain de la découverte du bracelet, le village de Saloum s'éveilla sous une chaleur inhabituelle. L'air était poisseux, chargé d'une électricité que seul Koudia semblait ressentir. Dans la concession familiale, l'odeur du café tout bas et des beignets de mil flottait, mais Koudia n'avait pas d'appétit. Le bracelet de cuivre, qu'elle avait caché sous son oreiller de paille, semblait palpiter contre sa hanche, comme un second cœur. Koudia fut envoyé par sa mère, Koumba, pour puiser de l'eau au puits communautaire. C'était une tâche banale, répétée 1000 fois. Mais ce matin-là, alors qu'elle laissait descendre le seau de caoutchouc dans les profondeurs de la terre, quelque chose changea. Dès que ses mains touchèrent la corde mouillée, une vision la traversa, elle ne voyait plus les parois de pierre du puits, mais des kilomètres de veines souterraines reliant le puits aux rivières, et les rivières à l'océan. Elle sentait la soif de la terre, mais aussi une colère sourde qui montait des abysses. Lorsqu'elle remonta le seau, les femmes autour d'elle poussèrent un cri de stupeur. L'eau n'était pas trouble comme à l'accoutumée. Elle était d'une pureté cristalline, presque luminescente, et dégageait un parfum de fleurs sauvages que l'on ne trouvait que sur les îles les plus lointaines du delta. « Koudia, qu'as-tu fait à l'eau » demanda Awa, une voisine, l'œil méfiant. « Rien, Tata Awa, elle est juste, propre » bafouilla la jeune fille en s'enfuyant avec ses bassines. Le soir venu, l'appel devint physique. Une migraine lancinante martelait les tempes de Koudia. Elle entendait des murmures en sérère ancien, des mots que son esprit ne comprenait pas mais que son sang reconnaissait. Sira Ndour. Le chemin des ancêtres. Fadiout. Le lieu du repos. Oembel Nombin. L'esprit de la maison. Elle ne put résister. Alors que tout le village s'endormait sous le chant des grillons, Koudia se glissa hors de sa case.
Ses pieds nus ne faisaient aucun bruit sur le sable fin. Elle marcha vers l'embarcadère, là où les pirogues peintes de couleurs vives oscillaient comme des berceaux. À sa grande surprise, une petite pirogue, plus vieille que toutes les autres, l'attendait. Elle n'avait pas de propriétaire connu. À l'intérieur, une seule rame de bois sombre. Sans réfléchir, Koudia monta à bord. Dès qu'elle s'assit, la pirogue s'éloigna du rivage sans qu'elle n'ait à ramer. Le courant semblait s'inverser, la poussant non pas vers la mer, mais vers le cœur labyrinthique de la mangrove, là où même les pêcheurs les plus chevronnés n'osaient s'aventurer de nuit. Les racines de palétuvier, semblables à des doigts squelettiques, semblaient s'écarter sur son passage. Des lucioles par milliers sortirent des feuillages, formant un chemin de lumière au-dessus de l'eau noire. Soudain, un mouvement brusque fit tanguer l'embarcation. Un grand héron, emblème du Saloum, s'était pris l'aile dans un filet de pêche abandonné, accroché à une branche basse. L'oiseau se débattait violemment, s'épuisant, le bec ouvert dans un cri silencieux. Koudia s'approcha. Normalement, un oiseau sauvage se serait effrayé davantage. Mais celui-ci se figea. Koudia posa sa main sur l'aile brisée et ensanglantée. Le bracelet de cuivre à son poignet devint brûlant. Une chaleur douce coula de son bras vers l'oiseau. Sous ses yeux ébahis, la plaie se referma. Les plumes se lissèrent. L'os, que l'on devinait rompu, se ressouda avec un petit craquement sec. L'héron se libéra du filet, fixa Koudia d'un œil d'or intelligent, poussa un cri puissant et s'envola, disparaissant dans la lune d'argent. Koudia comprit alors l'effrayante vérité, elle ne subissait pas un sortilège, elle était en train de devenir le pont entre les hommes et la nature. Alors qu'elle savourait ce moment de grâce, une odeur de pétrole et de métal brûlé vint briser la magie. Au loin, vers la terre ferme, des phares puissants de camions balayaient la savane. Des bruits de moteurs lourds déchiraient le silence, l'inconnu n'était pas seulement dans son sang, il arrivait aussi par la route, sous la forme d'hommes en costume et de machines d'acier, prêts à déterrer les secrets du Saloum pour en extraire les richesses. L'odeur de pétrole et de métal brûlé ne fit qu'augmenter, s'insinuant dans la mangrove comme un poison gazeux. Koudia, le cœur battant, ordonna silencieusement à la pirogue magique de faire demi-tour. Le voyage vers le cœur labyrinthique était interrompu, l'urgence était ailleurs. Lorsqu'elle accosta près du village, l'aube pointait à peine, mais Saloum était déjà en ébullition. Ce n'était pas l'effervescence joyeuse d'un jour de marché, mais une agitation fébrile et inquiète. Les phares puissants qu'elle avait aperçus depuis la mangrove n'étaient pas une hallucination. Sur la piste de terre battue qui reliait le village à la route régionale, une caravane de monstres d'acier s'était immobilisée. Des bulldozers jaunes, des camions-citernes et des 4x4 rutilants soulevaient des nuages de poussière ocre. Koudia se glissa parmi les villageois rassemblés à distance respectueuse. Son père, Moussa, le chef des pêcheurs, se tenait à l'avant, le visage fermé, serrant son badi, bâton de commandement, avec une tension visible. À ses côtés, grand-mère Fatou observait la scène, ses yeux d'habitude si vifs réduits à deux fentes méfiantes. La portière d'un luxueux 4x4 noir s'ouvrit. Un homme en descendit. Il tranchait radicalement avec le paysage. Il portait un costume de lin d'un blanc immaculé, une chemise de soie et des lunettes de soleil fumé qui masquaient son regard. Sa peau était d'un noir d'ébène, mais son attitude n'avait rien de local. Il dégageait une arrogance froide, une assurance née du pouvoir de l'argent. « C'est lui », chuchota grand-mère Fatou, si bas que seul Koudia l'entendit. L'homme s'avança vers Moussa, un sourire carnassier aux lèvres. Il ne fit aucun geste de salutation traditionnelle. « Bonjour, chef Moussa », dit l'homme d'une voix douce, trop lisse pour être honnête. « Je suis Jean-Luc Diop, directeur de Saloum Delta Développement. » Moussa hocha froidement la tête. Jean-Luc Diop. Vous arrivez sans prévenir, avec des machines qui font trembler la terre de nos ancêtres. Que voulez-vous ? Jean-Luc Diop fit un geste théâtral vers les camions. Je vous apporte la modernité, chef. Mon entreprise a obtenu les concessions pour explorer le sous-sol du delta. Il y a des indices sérieux de pétrole sous cette vase. Un murmure de choc traversa la foule. Pétrole. Le mot sonnait comme une promesse pour certains,
comme une malédiction pour d'autres. Nous sommes des pêcheurs, Diop, répondit Moussa, sa voix montant d'un ton. Le pétrole n'apporte que la mort au fleuve. Diop s'approcha plus près de Moussa, abaissant sa voix pour que seul le chef et quelques proches, dont Koudia, entendent. Ne soyez pas stupide, Moussa. Le progrès est inévitable. Signez ces papiers, acceptez le dédommagement pour le village, et vous serez tous riches. Refusez, et nous creuserons quand même, légalement, et vous n'aurez rien. Vos bolons seront pollués, et vous n'aurez même pas de quoi payer le médecin pour vos enfants malades. La menace était claire. C'était un chantage froid, déguisé en opportunité. Koudia sentit une rage bouillir en elle. Le bracelet de cuivre à son poignet, caché sous sa manche, se réchauffa dangereusement. Elle fit un pas en avant, prête à intervenir, mais grand-mère Fatou lui serra le bras, l'arrêtant d'un geste impérieux. « Pas encore, Koudia » murmura la vieille femme. « La colère est une mauvaise conseillère. Attendons. » Alors que la tension était à son comble, le bruit d'une mobilette pétaradante se fit entendre. Un jeune homme, couvert de graisse de moteur, dérapa sur le sable et s'arrêta entre Moussa et Diop. C'était Ibrahima, le neveu du marabout, revenu de Dakar où il étudiait la mécanique. « Bonjour tout le monde » s'écria-t-il, ignorant la tension. « J'ai entendu parler de pétrole. » Et, l'homme en blanc, vous savez que vos bulldozers fuient de l'huile hydraulique sur le champ de mil de Tata Awa. Diop jeta un regard méprisant à Ibrahima. « Je m'occuperai des compensations agricoles plus tard, jeune homme. Pour l'instant, je discute avec le chef. » « C'est ça, rétorqua Ibrahima en souriant. Juste après avoir détruit la récolte de l'année. L'intervention d'Ibrahima brisa le sortilège de Diop. Moussa, reprenant ses esprits, recula. « Partez, Diop. Nous ne signerons rien aujourd'hui. Laissez-nous consulter les anciens. » Jean-Luc Diop sourit, mais ce n'était plus un sourire amical. Il remonta ses lunettes de soleil. « Très bien. Mais mes machines restent ici. Nous commencerons les relevés sismiques demain. Vous entendrez les explosions. C'est le son de l'avenir, Moussa. » Il se tourna pour remonter dans son 4x4. C'est à ce moment-là que cela arriva. Koudia, ne pouvant plus se contenir, ferma les yeux et concentra toute sa volonté sur le sol sec et craquelé sous les pieds de Diop. Soudain, sans aucune raison apparente, une petite source d'eau jaillit juste sous le pied droit de Diop, l'éclaboussant de boue noire et puante. L'homme en blanc poussa un cri de dégoût en voyant son costume immaculé ruiné. Les villageois pouffèrent de rire. Ibrahima, qui observait la scène, jeta un coup d'œil à Koudia. Il l'avait vu concentré, les yeux fermés. Il l'avait vu faire un geste subtil de la main juste avant que l'eau ne jaillisse. Un sourire d'étonnement et de compréhension éclaira son visage de mécanicien. Il s'approcha d'elle alors que Diop repartait en furie. « Jolie source » murmura-t-il. « Tu as un talent caché pour la plomberie souterraine » Koudia rougit et se détourna, mais Ibrahima l'arrêta. « Écoute, je ne crois pas à la magie de grand-mère Fatou, mais je viens de voir ce que j'ai vu. Et je connais ces types de Dakar. Ils sont dangereux. Si tu as un moyen de les combattre, Koudia, je suis avec toi. Mon oncle dit que je dois écouter les esprits, peut-être que l'esprit que je dois écouter, c'est toi. L'ennemi est là, avec ses machines et ses menaces. » Ibrahima est devenu le premier allié de Koudia, bien qu'il ne comprenne pas encore toute l'étendue de ses pouvoirs. Dans le chapitre suivant, Koudia devra affronter les questions de son père sur l'incident de la source. Et grand-mère Fatou lui révélera qu'elle doit entreprendre le grand voyage vers les îles du sel pour trouver la force de vaincre l'antagoniste.